Partie 4. La résilience. La pyramide de Maslow présente un point de vue schématique et hiérarchique des besoins fondamentaux humains. La base physiologique est une condition sine qua non, évidente pour être capable de se mettre en sécurité, qui à son tour permet la socialisation dont découle l'estime de soi, notamment par la reconnaissance du groupe, le sommet de la pyramide du bien-être humain, toujours selon Maslow, étant l'accomplissement de ses envies au-delà de ses besoins. La résilience doit permettre de garantir les deux premiers étages. Si cette représentation correspond à une réalité tangible d'un point de vue historique, elle masque les relations NR entre les différents étages et qu'un étage n'est pas nécessairement complet pour démarrer les étages supérieurs. Alors comment devenir résilient? Dans quel domaine et à quelle échelle? En ce qui nous concerne ici, la résilience, c'est la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus à récupérer ses fonctions essentielles après une perturbation extérieure. Nous pensons, compte tenu de tout ce qui a été vu ici, que l'échelle des communes et des groupements de communes est une échelle où il est plus facile pour chaque personne de s'investir concrètement et de voir les bénéfices de son action. C'est à ce niveau qu'il est possible de créer le lien entre les personnes, de s'organiser. Les problèmes auxquels nous allons être confrontés sont issus de la complexité des sociétés. Donc il ne faudra probablement pas attendre de soutien total d'un État, mais bien compter sur ses voisins, les réseaux d'entraide créés, les systèmes de résilience prévus en amont. La résilience et l'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. La complémentarité des territoires et leur coopération est indispensable. Enfin, la notion de commun s'impose. Les sols, l'air, l'eau sont des communs de base, mais d'autres peuvent s'y ajouter. Mutualiser, rationaliser leur utilisation vertueuse est incontournable. Les actions en faveur de la résilience permettent conjointement de réduire notre impact sur l'environnement, donc c'est véritablement vertueux. Nous allons développer 4 thèmes: éduquer, nourrir, soigner et protéger. Éduquer, c'est développer chez quelqu'un, un groupe, certaines aptitudes, certaines connaissances, une forme de culture. L'idée, c'est d'abord d'informer son prochain, comme je tente ici de le faire, sur tous ces enjeux. Ensuite, à l'échelle locale, on peut créer des ateliers de travail sur différents thèmes, comme les techniques d'agroforesterie, de permaculture, mais cela peut être réalisé dans bien d'autres domaines, comme celui des low-tech, ou la réparation et le recyclage de tous les objets qui nous entourent. L'idée, c'est de former des gens à être plus autonomes individuellement et collectivement. La notion de commun est centrale, et il faut expliquer et convaincre de son intérêt, donner quelques clés pour démarrer. Par exemple, plutôt que chacun possède sa propre perceuse, sa propre tondeuse ou d'autres outils que l'on utilise à fréquence variable, on peut imaginer investir collectivement dans un certain nombre de machines, conçues pour être réparées facilement et mises à disposition de tous en passant par un planning, ces outils appartenant alors à la commune ou une association. Ce n'est qu'un exemple. Aider chacun à développer de nouvelles compétences semble un préalable à la construction d'une résilience efficace. C'est une révolution intellectuelle qu'il faut peu à peu initier, en suscitant de l'intérêt chez les concitoyens. Cela passe aussi par une démocratie locale très développée, où les décisions sont prises par une population ayant des bonnes connaissances sur les tenants et les aboutissants dans chaque domaine. Nourrir, c'est donner à quelqu'un, un animal, un végétal, les aliments nécessaires à sa vie, à son développement. Si l'autonomie alimentaire individuelle est un leurre, au moins sur le long terme, elle est même pratiquement un non-sens d'un point de vue de la résilience. En revanche, la complémentarité et la diversité sont les clés de la réussite d'une transition vers l'autonomie alimentaire des territoires. Il faut s'affranchir le plus possible des circuits de grande distribution alimentés par des camions venant de partout et de limiter les produits agricoles à base d'engrais ou les viandes nourries à base de soja venant du bout du monde par des avions ou bateaux. Autrement dit, se sevrer des énergies fossiles. Le degré d'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines françaises n'est que de 2%. Donc 98% du contenu des aliments qui y sont consommés sont importés. Et 97% des produits agricoles locaux sont consommés à l'extérieur du territoire. Il y a ainsi une énorme marge de progrès. Il existe de nombreuses possibilités pour changer cela. Citons par exemple des formations aux techniques individuelles agricoles, aux potagers collectifs, aux municipaux, une aide économique aux agriculteurs voulant s'orienter vers des techniques d'agriculture plus vertueuses, favoriser la diversification des cultures, tendre vers des cantines scolaires, des EHPAD et d'entreprises
à partir de productions locales, favoriser la vente directe, faciliter la création de coopératives, comme par exemple le Park Slope Food Coop à Brooklyn, où l'appui des citoyens volontaires permet une réduction des coûts de structure afin de rémunérer au mieux les producteurs. Développer les AMAP, évidemment, ou la monnaie locale, comme à Romans-sur-Isère ou Ithaca dans l'État de New York, pour favoriser les commerces de centre-ville et l'achat de produits locaux. Réfléchir à la notion de stockage individuel et au niveau communal, etc., etc. Bref, imaginez tout ce qui va favoriser l'autonomie territoriale tout en établissant des coopérations entre territoires. Soigner, c'est procurer les soins nécessaires à la guérison, à l'amélioration de la santé de quelqu'un, d'un animal. Le sujet de la santé et de la dépendance est un sujet brûlant, comme nous avons pu le voir durant la crise du Covid-19. La question est plus simple que la réponse. Comment, dans un monde en contraction énergétique et économique, avec une population vieillissante, peut-on continuer d'assurer un niveau élevé de soins? Nous en avons eu un bel aperçu ces derniers mois, que le système industriel pharmaceutique n'est que peu résilient. La spécialisation de nombreux sites de production sur telle ou telle molécule provoque des pénuries immédiates lorsqu'un site de production est touché. Mais la médecine et la chirurgie ne datent pas d'hier. En 4000 ans, les techniques ont largement évolué, sans pour autant nécessiter de folles quantités d'énergie. Nous avons accumulé des savoir-faire, des connaissances et de l'outillage permettant de faire face à de nombreuses situations. La résilience dans le domaine sanitaire s'appuie sur 2 piliers indispensables. La prévention par l'hygiène, le retour à une alimentation à base de produits bien moins transformés, une activité physique plus intense et régulière, la baisse de disponibilité de certains produits comme le tabac, l'alcool ou voire le sucre, devrait limiter ce que l'OMS appelle les MNT, ces maladies non transmissibles aujourd'hui à forte prévalence, devraient mécaniquement diminuer et leurs besoins en produits pharmaceutiques avec. Le maintien des connaissances et des compétences est nécessaire par la formation, la documentation et les échanges intercommunautaires. Au niveau local, il est compliqué de décider de réimplanter des industries chimiques et pharmaceutiques, mais on peut imaginer à court terme stocker un minimum de produits indispensables. La mise en relation des professionnels de santé pour qu'ils puissent non seulement identifier, mais aussi imaginer des scénarios de réponse aux enjeux à venir est une piste à développer, toujours au niveau local. Protéger, c'est mettre quelqu'un, quelque chose à l'abri d'un dommage ou d'un danger. Pour protéger, il faut garantir la sécurité alimentaire. Les travaux de Stéphane Linou, membre d'Adrastia, sont une référence dans ce domaine. Le sujet a été abordé le 12 décembre 2019 au Sénat avec un projet de résolution présenté par la sénatrice Françoise Laborde, s'appuyant sur son diagnostic et non adopté de justesse sur des malentendus liés au vocabulaire utilisé plus que sur le fond. Il est prévu une suite parlementaire. Il explique qu'en cas de rupture des flux, des catastrophes climatiques ou des sécheresses majeures, et avec une société non préparée à des pénuries, il est probable que la panique et le désordre mettent en danger la sécurité de tous. Comme dit Stéphane Linou, le ver de terre est le meilleur ami du militaire. Ce n'est pas au moment où l'incendie se déclare que l'on fait un plan d'évacuation en cas de feu. Il faut y avoir pensé avant. Et ce qui est vrai pour la sécurité alimentaire l'est aussi sur la sécurité énergétique. De nombreuses initiatives existent dans ce domaine, mais la notion de sobriété doit être mise en avant. La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Le développement des low-tech, c'est-à-dire une technologie utile, durable, accessible, sobre en énergie, robuste et réparable, est une piste à explorer, l'un des spécialistes étant Philippe Biwix. Il existe aussi le Low-Tech Lab, une plateforme tutorielle sur une multitude de techniques. Se protéger face au réchauffement climatique, en stoppant l'artificialisation des sols, en débétonnant et en ajoutant le maximum d'air naturel, où la végétation peut se développer, permettant lors des canicules de réduire la température de quelques degrés les espaces urbanisés. Recréer des espaces naturels pour régénérer. Rénover les centres-villes plutôt que de construire de nouveaux espaces en périphérie entraînant toujours plus de déplacements en voiture. L'avenir appartient probablement aux petites villes denses, entourées de zones agricoles étendues, plutôt qu'aux grandes métropoles. Se renseigner sur le DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs, réalisé par le maire, et sur le PCS, le plan de sauvegarde communal, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque, et compléter avec les maires ces éléments, est très utile au regard de tout ce qui a été dit. Pour trouver des idées et créer des coopérations entre communes, voici quelques pistes. Depuis fin 2016, l'Université francophone de l'autonomie alimentaire
a créé et est en cours de mise en œuvre d'une méthode permettant d'atteindre l'autonomie alimentaire à l'échelle d'une ville ou d'une communauté de communes. Les greniers d'abondance œuvrent à diffuser des connaissances et bonnes pratiques auprès des citoyens, des citoyennes et des collectivités locales pour construire des systèmes alimentaires soutenables et résilients. SOS Mer, créé par Alexandre Boisson, permet de favoriser les échanges autour des initiatives sur la résilience des communes. Il existe aussi de nombreuses ressources sur le site du mouvement des villes en transition. Nous avons parlé des low-tech, il existe une communauté de low-tech lab locales. Au niveau des initiatives locales, on peut citer la ville de Mouansartou et bientôt Firminy, dont les cantines scolaires, ayant une cuisine individuelle autonome, sont fournies en fruits et légumes bio par une régie municipale agricole. À Maloney, en Normandie, la ville expérimente l'autoconsommation collective avec des stockages avec des panneaux photovoltaïques liés à des batteries de seconde main installées sur les toits des bâtiments publics. Et bien sûr Langoué, qui pendant 20 ans, avec son maire Daniel Kouef, a su mettre en place beaucoup de choses. Le chanvre se cultive sans intrants et a une utilisation très large de l'alimentation en passant par la construction ou la fabrication de tissus, en parfait accord avec les principes de résilience. Un dernier point sur la CCC, la Convention citoyenne sur le climat. Sans entrer dans le détail des propositions, ces personnes ne se connaissaient pas, n'avaient pas de formation particulière, autrement dit des citoyens lambda, de toutes orientations politiques ou culturelles, de toute formation professionnelle, et ont été réunis pour suivre des conférences et formations scientifiques et économiques, avec comme objectif de faire des propositions pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ils sont nombreux à reconnaître qu'ils ont appris beaucoup, et surtout ils disent qu'ils auraient été contre une majeure partie des propositions finalement faites, si elles leur avaient été présentées un an plus tôt. Aujourd'hui, c'est eux qui font ces préconisations. Ce qu'il faut comprendre au travers de cela, c'est que l'accès à l'information, aux données, est primordial pour avancer. Un citoyen éclairé, c'est-à-dire enrichi de nouvelles connaissances, est un citoyen capable de travailler collectivement et sereinement sur un avenir différent, sans illusion. Les constats sont donc lourds, les conséquences sont difficiles à accepter, mais ne restons pas figés dans une peur paralysante, servons-nous de celle-ci comme d'un levier. La voie n'est pas sans issue, et tout ce qu'il est possible de faire pour réduire notre empreinte sur les écosystèmes, sur les ressources, sur le climat, pour favoriser notre résilience, doit être entrepris. Retenons ces mots. Alerter, plus la population sera informée et plus elle sera capable de prendre les meilleures décisions. Se former, pour agir correctement, la formation est un préalable, un esprit éclairé fait de meilleurs choix. Collectif, l'individualisme ne pourra rien. Seul le travail collectif, l'addition des intelligences et des volontés, la solidarité aussi, permettront d'avancer. Ici, la résilience est avant tout une question locale, car c'est le niveau sur lequel nous pouvons avoir une influence. Maintenant, il ne faut plus attendre un instant. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, pour reprendre les mots de Jacques Chirac à Johannesburg en 2002. Il n'y a plus une minute à perdre. Créer des collectifs, des AMAP, des réunions d'information, inventer de nouveaux fonctionnements, investissez les institutions démocratiques, transformez nos territoires et ouvrez de nouveaux chemins. Un grand merci à Arthur Keller, Vincent Mignereau, Jean-Marc Jancovici, Pablo Servigne, Philippe Biwix, Stéphane Linou, Alexandre Boisson, Grégoire Chambaz et bien d'autres qui ont exploré dans les moindres détails certains aspects de notre monde et la complexité de nos sociétés avec des analyses pertinentes, objectives et éclairantes. Sans eux, l'avenir nous paraîtrait tel une suite linéaire du passé, et nous serions dans une illusion. La réalité est certes brutale, mais cela tombe sur nos générations, et c'est peut-être une chance, une formidable opportunité qui nous est donnée d'organiser nos sociétés de façon différente afin de préserver l'ensemble de la vie. Pour reprendre les mots d'Arthur Keller, c'est le déclic ou le déclin. À nous de choisir.